consacré au thème, tenez-vous bien, l'IA, la grande arnaque, avec les invités de Guillaume Gralet, qui est rédacteur en chef au Point, Xavier Vasque, Alexei Grimbaum, François Sillon et Aurélie Jean. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. C'est extrêmement intéressant d'avoir nos invités aujourd'hui. Et la question que je me posais, en fait, en parlant avec chacun d'entre vous, déjà on se sent tout petit, on apprend énormément de choses, mais je me demandais également si en 1956, lorsque Marvin Minsky, qui plus tard a popularisé le terme intelligence artificielle en s'appuyant sur les travaux et les premiers essais de cybernétique notamment, il s'imaginait que 60 ans plus tard, on allait parler de biais, de stratégie adversaire, de l'importance de la transparence des algorithmes. En tout cas, c'est des débats absolument passionnants qu'on aimerait évoquer avec vous aujourd'hui. Le titre de la conférence, il est volontairement provocateur parce que c'est vrai que IA, on se demande si c'est le nouveau buzzword, comme l'ont été à un moment Big Data, comme l'est également peut-être la blockchain. Et en même temps, l'IA permet énormément de choses. Donc ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à dire ce que l'IA peut faire, ce qu'elle fera, les dangers sans doute à éviter, et quels sont vos souhaits en termes d'orientation de recherche. On va vous laisser la parole à chacun d'entre vous. On va commencer par Alexei Greenbaum. Donc vous êtes physicien, philosophe, chercheur au CEA, et je crois que vous travaillez beaucoup sur l'éthique. Oui, bonjour. Merci effectivement au tout nouveau comité national pilote pour l'éthique du numérique et de l'IA auquel j'ai été nommé. Et puis aussi dans mes livres, je parle de ce sujet. Ces systèmes apprenants qu'on appelle, on appelle aujourd'hui intelligence artificielle l'apprentissage machine. Il y a d'autres types aussi de systèmes très intelligents en quelque sorte. Ces systèmes sont très efficace, très précis. Alors, vous avez des smartphones, vous pouvez leur parler, ils vont vous répondre. Des agents conversationnels, des voitures autonomes, bientôt peut-être dans les rues de nos villes, etc., etc. Donc, tous ces systèmes. Alors, les questions qui m'intéressent, c'est l'interaction entre ces systèmes et nous. Hein. Nous, les utilisateurs, notre société, notre histoire, notre culture. Donc, ces questions éthiques autour des systèmes apprenants. Et je me suis dit, bon, d'accord, mais comme avec toutes les technologies, il n'y aura pas que du bien. Il y aura bien sûr aussi des conflits, il y aura bien sûr aussi des tensions. Alors parfois, la voiture autonome, elle va être sans doute testée, vérifiée, etc., fiable, mais il y aura des accidents, comme il y a des accidents avec nos voitures d'aujourd'hui. Il y aura peut-être des agents conversationnels, des chatbots, qui vont dire des choses pas sympathiques, nous injurier parfois même, peut-être, etc., etc. Et donc tous ces conflits-là, comment est-ce qu'on peut analyser cela? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les cas de conflits, de tensions qui émergent? Différents types de tensions. Et là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les robots et le mal » pour essayer d'amorcer une réponse à cette question. Moi, je pense que, premièrement, il est très important de se dire que oui, l'IA ne sera pas exclusivement bienveillante. Et donc, au moment des tensions, il faut penser non pas à conduire la voiture à la déchetterie, non pas à arrêter le programme et oublier pour toujours les fonctions utiles et efficaces que nous avons nous-mêmes créées, conçues, mais de faire en sorte que la machine elle-même ne soit pas Satan, ne soit pas satanique, ne soit pas le porteur de ses projections. Or, nous projetons des émotions. Vous aimez vos petits smartphones, vous avez sans doute vu des enfants adorer ces systèmes, les personnes âgées les trouvent très utiles aussi. Nous projetons des émotions, nous projetons aussi des qualités morales, presque des qualités des individus sur ces systèmes-là. Et donc, comment les soustraire à ces projections au moment de conflit? Parce que si on continue à projeter ces émotions au moment de conflit, on va les conduire à la déchetterie, ce sera fini. Et là, j'ai écrit un livre pour dire, c'est par le recours au hasard, cette fonction technique très, à mon avis, pas intuitive, assez non triviale du hasard, qui permet de soustraire ces systèmes aux projections du mal. Et donc, c'est le sujet de mon livre, Les robots et le mal. Les robots et le mal qu'on peut retrouver, on peut acheter au Quai des Savoirs. Alors, est-ce que on projette beaucoup de fantasmes? Est-ce que
l'IA c'est la grande arnaque. On vous demande à vous, Xavier Vasque, vous êtes mathématicien, neuroscientifique. Vous dirigez une grande équipe à Montpellier, 600 personnes, pas uniquement des chercheurs, mais quand même pas mal de chercheurs. Vous travaillez sur le quantique, sur l'IA. À quoi ça sert l'IA aujourd'hui ? Alors l'IA, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs étapes. Il y a, on va dire, une IA qui est simple, qu'on appelle l'IA étroite, c'est-à-dire une IA qui finalement, pour un type de données, va avoir une fonction donnée. Un exemple tout bête pour généraliser un petit peu, c'est leur donner des images de chats et de chiens et de savoir reconnaître un chien ou un chien. C'est ce qu'on appelle narrow AI, l'IA étroite. Et on peut faire ça avec plein de choses, ça marche très très bien. C'est utilisé par beaucoup de monde, la reconnaissance d'images, c'est vraiment utilisé par beaucoup de monde. Et puis, il y a, on va dire, je passe avant la deuxième étape, après la deuxième étape, il y a la troisième étape, et je passerai à la deuxième après. Il y a l'IA, on va dire, généraliste, qui est un peu celle d'Elon Musk, c'est-à-dire le fantasme d'Elon Musk, c'est-à-dire une IA qui aurait conscience d'elle-même, qui, lorsqu'elle joue par exemple à AlphaGo, s'il y a le feu dans la salle, eh bien, la machine partirait en prenant les pieds et partirait d'elle-même. Or, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on est très loin, très très loin de ce temps-là. Et je vais vous dire pourquoi on est très loin. C'est que même à la pointe de la recherche dans les neurosciences, on n'est déjà pas capable de comprendre notre propre cerveau, comment il fonctionne aujourd'hui. Si on arriverait à inventer des IA qui ont conscience d'elles-mêmes, alors là, j'arrête tout de suite et je dis bravo. Par contre, il y a une IA qui est intermédiaire, dans laquelle on est un petit peu au début, et c'est une IA qui va prendre en compte différents, on va dire, types de données. Si vous prenez par exemple le cas de la médecine, la médecine, il y a 400 000 publications qui sont faites, 160 000 publications qui sont faites chaque année sur le cancer. Pour un humain, c'est très difficile de lire tout ça. Si vous deviez prendre 15 minutes pour lire une publication, vous auriez besoin de 40 000 heures. Or, vous le savez tous, on a moins de 9 000 heures dans notre vie, y compris pour le sommeil. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, on a besoin d'une certaine intelligence pour traiter cette donnée-là et en donner, on va dire, donner ce dont on a besoin pour un diagnostic, pour un protocole. Et ça, on a besoin de différents types de données, que ce soit de l'imagerie, peut être du son, peut être des analyses médicales, ça peut être des publications médicales. Et c'est ce qu'on appelle le broader AI, c'est-à-dire l'IA large, dans lequel on commence à peine aujourd'hui, et c'est pas si systématique que ça, c'est pas si facile que ça, que d'incorporer un grand nombre de données, de différents types de données, pour pouvoir produire un diagnostic. Voilà un peu les différents types de l'IA. Chez IBM, on travaille sur plusieurs types de choses. On va dire qu'on travaille sur la théorie de l'IA, c'est-à-dire inventer un peu les équations de demain. On travaille sur la technologie d'aujourd'hui et de demain pour qu'on augmente la précision, pour qu'on aille un peu plus vite. Et on travaille sur l'éthique. Et cette fameuse IA généraliste qui fait rêver, fantasmer, qui fait aussi peur, est-ce qu'on peut avoir un petit pronostic, savoir quand ça pourra arriver, au plus vite, ou pas du tout ? Alors moi j'ai beaucoup de mal avec cette question parce que je sais que ça va être un petit peu débattu et je sais qu'on dit qu'à la fin du siècle il pourrait y en avoir une comme ça. Moi j'ai quand même beaucoup de mal à voir. Je vais vous donner à titre d'exemple. J'ai travaillé pour l'école polytechnique fédérale de Lausanne sur un projet qui s'appelle le Human Brain Project et à ce jour pour modéliser 2 mm sur 0,5 de quantité de neurones, c'est-à-dire à peu près 30 000 neurones, eh ben, il faut une puissance de calcul qui fait la taille d'un terrain de tennis. Et pour 30 000 neurones, on ne peut modéliser que la propagation d'un signal électrique, ce qui est très peu en comparaison de ce que l'on peut modéliser dans le cerveau. Et sachez qu'on a 86 milliards de neurones dans nos têtes. Donc pour moi, c'est pas demain, quoi. Je ne pourrais pas vous le dire quand, mais ça me paraît quand même très difficile, même dans les 50 prochaines années, quoi. Merci. Je peux me tromper. Très bien, on se reverra dans 50 ans. Mais, merci beaucoup. On a également la chance d'avoir à nos côtés Aurélie Jean. Donc Aurélie, qui est numéricienne, qui écrit chaque semaine une chronique sur le point .fr et que vous pouvez retrouver donc chaque semaine, qui vient de publier un livre, c'est tout récent, c'est cette semaine, Aurélie, qui s'appelle De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Aurélie aime tout sauf le bullshit, donc elle est toujours très précise. Et je voulais lui demander également sa définition de l'IA. Je crois qu'elle travaille avec énormément d'instituts, dont le CHUM à Montréal. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut apporter demain ?
Alors, la définition de l'IA a été donnée, en fait. Donc, on peut la classer de différentes manières. Il y a l'étroite, la générale. Moi, j'aime bien parler de ce qu'on a aujourd'hui, à savoir, je parle souvent d'IA explicite, implicite. L'explicite, c'est tous les modèles mathématiques explicitement définis. Donc, ça peut être des structures conditionnelles toutes bêtes, mais ça peut être aussi des modèles mathématiques assez complexes. Pour décrire, par exemple, moi, j'ai travaillé sur des modèles mathématiques qui décrivaient le comportement du cerveau. Donc, c'est des modèles assez compliqués, avec des méthodes de résolution assez lourdes, où il faut des capacités de calcul importantes. Et puis, il y a l'IA implicite, donc toutes les méthodes d'apprentissage, où on va non pas définir explicitement les critères de l'algorithme, enfin du modèle, mais faire entraîner l'algorithme sur des données. Donc les critères vont être définis de façon implicite par ce qu'on appelle les invariants d'un réseau neuronal, par exemple. Et donc pour reprendre, il y a plusieurs choses qui ont été dites que je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup reprendre la phrase, pour parler d'arnaque, de reprendre la phrase d'Antoine Bord, qui est un ami à moi que j'ai rencontré à New York, qui dirige en fait le labo FAIR de Facebook, donc qui fait de la recherche en IA et en deep learning particulièrement, et qui dit toujours il faut que les gens soient capables de répondre à la question: qu'est-ce que c'est faire l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ne fera jamais? Et si on arrive à répondre à cette question, chacun d'entre nous, ça veut dire qu'on aura un œil éclairé sur les capacités des technologies et de l'intelligence artificielle. Et pour reprendre ce que vous disiez, à savoir sur l'intelligence artificielle généralisée, vous l'avez très bien dit, vous êtes un neuroscientifique, donc vous savez exactement. C'est-à-dire que si on veut un jour pouvoir donner une conscience à une machine, auquel je ne crois pas du tout, en fait, ça veut dire qu'on aura été capable de modéliser, de simuler le comportement du cerveau dans toute sa complexité, dans toute son abstraction, que ce soit dans une simulation explicite, à savoir de définir explicitement en fait le comportement du cerveau, ou de façon implicite en ayant des données d'apprentissage. Mais ça me paraît extrêmement difficile. Les neuroscientifiques le disent tous, le cerveau, c'est quelque chose qui a une compréhension infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en fait dans cette compréhension, et ça, il en parle très très bien. Après, ce qui est vrai, donc c'est ce que je dis toujours, on peut en parler d'arnaque, c'est qu'il faut savoir différencier le fantasme, vous avez utilisé le mot fantasme, mais je pense que c'est un mot assez juste, de la réalité algorithmique, ce que je dis toujours aux gens. Et c'est vrai que pour proposer des solutions à cela, vous l'avez très bien dit, l'éthique, c'est-à-dire que c'est important que pour éviter les dangers, par exemple dans les dangers, il y en a, on sait, il y aura des dérives comme toute technologie par ailleurs, c'est pas que l'IA. Et pour éviter les dangers, il y a des dangers volontaires et involontaires. Involontaires, je pense en particulier ce sur quoi moi j'ai travaillé, ce sont les biais algorithmiques, et volontaires, ce sont de développer des outils dans le but de nuire de différents moyens, de différentes manières. Et c'est vrai que dans les deux cas, il y a une éthique à mettre en place qu'on a aussi naturellement par notre culture et tout, mais qu'il faut aussi redévelopper, conceptualiser pour nous les concepteurs d'algorithmes et de modèles d'IA. Je le dis d'autant plus que moi j'ai eu mon premier cours d'éthique à 27 ans, je crois, 27 ans, ce qui est très tard. Voilà, je pense. Et j'ai eu un cours d'éthique parce que je travaillais dans un laboratoire médical et que je travaillais sur des données, sur des animaux, et que je devais du coup comprendre les tenants et les aboutissants éthiques des essais sur les animaux pour savoir si je devais ou pas utiliser ces résultats. Et ça m'a beaucoup aidé, puisque quelques années plus tard, quand j'ai travaillé sur le traumatisme crânien, j'ai refusé d'utiliser des résultats d'expérience provenant de pays dans lesquels il y avait des tests sur des chimpanzés qui étaient interdits en Europe et aux États-Unis, alors que les résultats étaient publiés. J'ai décidé de refuser de ne pas les utiliser pour des raisons éthiques. Voilà, donc voilà un exemple de mon cours d'éthique m'a servi à quelque chose. Et en termes de solutions aussi, quelque chose auquel je crois énormément, c'est ce que j'essaie de faire à la hauteur de mes moyens chaque semaine dans le point, en sortant du bullshit comme on dit, et en essayant de donner en tout cas une grille de lecture aux gens sur les grands sujets scientifiques et technologiques de notre temps, liés à l'IA entre autres et aux algorithmes, c'est d'expliquer. Donc ce que vous faites à travers des livres, à travers des conférences, écrire, enseigner. Moi j'adore enseigner. Voilà, essayer de parler aux gens et de leur donner une grille de lecture pour transmettre aussi ce que nous on fait dans nos laboratoires, dans nos équipes, de le transmettre au grand public pour que les gens puissent alimenter leur réflexion personnelle et alimenter les débats qu'on voit aujourd'hui pour sortir d'une potentielle arnaque. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour cette super mise en perspective. On va aller maintenant dans le concret avec François Sillon. Alors François, il adore la recherche, il a été très longtemps à l'INRIA, mais aujourd'hui François dirige le centre de recherche et développement européen d'Uber dédié à la mobilité urbaine. Alors j'ai eu la chance d'aller au centre de recherche d'Uber aux États-Unis, et c'est vrai que là on réfléchit avec une équipe menée par Eric Allison notamment, de manière très concrète à des voitures volantes, et c'est proche, c'est pas dans 50 ans, ça sera dans 2 ou 3 ans. François, quels sont les gros challenges à relever pour arriver à ce genre de résultats, et qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Bon, quelle introduction! C'est un peu une responsabilité de me voir
demander d'être concret maintenant. Juste quand même, je voudrais préciser que donc, je travaille pour Uber maintenant et j'ai travaillé en fait pendant plus de 25 ans dans la recherche académique. Et j'ai notamment été le directeur scientifique d'INRIA et je le mentionne parce que je voudrais répondre à une des questions que vous avez laissées en suspens tout à l'heure. Est-ce que l'IA est un buzzword? Oui, absolument. Donc c'est un buzzword, mais ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Alors, c'est un buzzword dans le sens où, par exemple, quand il y a eu FranceIA, pour ceux qui s'en souviennent, donc c'était il y a longtemps, c'était dans le quinquennat précédent, il y a eu toute une étude pour dire quelles sont les forces de la France en IA, etc. Le décompte des chercheurs qui faisaient de l'IA était absolument impressionnant. Il y avait tout à coup plus de 5000 chercheurs qui faisaient de l'IA. Mais ça, c'est simplement, je peux le dire maintenant que je ne suis plus dirigeant d'un organisme de recherche, quand vous savez qu'il y a peut-être la chance qu'il y ait un petit financement qui est étiqueté IA, tout de suite, tout le monde fait de l'IA. Bon. Mais au-delà de la blague, donc oui, c'est un buzzword et on voit bien la difficulté qu'il y a à la définir. Dès qu'on cherche à la définir trop précisément, on met des limites, on définit des boîtes et forcément, voilà, on va en rater, on va inclure des choses qui n'en sont pas nécessairement. Donc tout ce qui a été dit est intéressant. Il y a de l'IA explicite, implicite, il y a de l'IA symbolique, de l'IA numérique. Tout ça aujourd'hui, c'est des techniques qui permettent de manipuler de l'information et de la connaissance. Alors quand on dit manipuler de l'information, c'est juste de l'informatique, hein, c'est la définition, mais avec l'idée de la connaissance, on rentre dans quelque chose d'un peu plus subtil. La connaissance, on a essayé de la représenter de façon symbolique et de la traiter, c'est très difficile. Maintenant qu'on le fait de façon numérique, par exemple pour la reconnaissance d'images, je ne dis pas que c'est plus simple, mais en tout cas on a trouvé des techniques qui sont extrêmement efficaces. Bon. Donc ça c'était juste pour répondre un petit peu à la question arnaque par arnaque. Je pense que l'arnaque, ou en tout cas la difficulté, c'est d'avoir mis le mot intelligence. Voilà, parce que ça n'a rien à voir avec notre intelligence à nous. Ouais. Et on voit bien dans les débats sur une intelligence forte qui aurait conscience d'elle-même, etc. Ouais. On ne sait même pas définir ce que ça voudrait dire. On a parlé du test de Turing, par exemple, qui était une façon de définir voilà, des machines qui seraient indistinguables des humains. Je pense que ce n'est pas pertinent. Et donc, effectivement, moi, personnellement, c'est pas que j'y crois pas. Je suis pas en mesure d'affirmer qu'on n'aura jamais une intelligence artificielle consciente d'elle-même, mais enfin, je trouve que ça n'a pas de sens dans l'état actuel des connaissances, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Bon, alors maintenant, pour être effectivement plus concret... Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser comme autre terme? Alors, pardon? Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser comme autre terme pour dire intelligence artificielle? Très honnêtement, je pense qu'on a ce terme. Ne passons pas une énergie démesurée à en chercher un autre. Il faut juste être conscient que quand on parle de ça, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement bien défini. Voilà, je pense que tout ce qui permet d'avancer dans la manipulation d'informations. Voilà. Bon. Alors, sur l'aspect concret, donc c'est vrai que moi maintenant je dirige un laboratoire qui s'intéresse à la mobilité urbaine aérienne. C'est-à-dire regarder comment, donc Uber c'est une entreprise. En fait, c'est une entreprise de technologie, ce que j'ai découvert relativement récemment. Et l'idée, c'est de faire une plateforme dans laquelle vous pouvez combiner et proposer différentes modalités de transport. Et puis éventuellement les combiner entre elles, faire du transport multimodal, etc. Donc on n'en est qu'au début de ça. Et l'idée de rajouter de l'aérien là-dessus, c'est intéressant. Alors ça peut être un sujet de débat. Est-ce que c'est pertinent de rajouter du transport aérien? Est-ce que c'est écologiquement intéressant? Est-ce que c'est économiquement intéressant? Est-ce que c'est acceptable? Donc tout ça, c'est des questions qu'on regarde bien sûr. Mais pour faire fonctionner ça, donc nous on y croit pour un certain nombre de raisons, que je pourrais développer si vous voulez. Pour faire fonctionner ça, il faut effectivement de l'intelligence artificielle, en particulier pour faire de la prédiction et de l'automatisation, de l'optimisation. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement très concrètes, et je peux donc donner quelques exemples. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de prédire quand vous êtes dans le transport? Si certains d'entre vous ont utilisé des applications comme Uber ou les autres, on va vous proposer un transport et on va vous dire, voilà, votre VTC, par exemple, va arriver dans 3 minutes, et il va vous amener à destination dans 22 minutes. Bon. Cette prédiction, il faut qu'elle soit relativement fiable. Sinon, vous allez essayer une fois, et puis quand vous allez voir que vous devez attendre 20 minutes et qu'en fait, il faut 1 heure pour y aller, vous recommencerez pas. Or, c'est une prédiction, et comme vous le savez, prédire est particulièrement difficile, surtout l'avenir. Donc, et cette prédiction, donc, elle s'appuie sur du traitement de données passées, sur éventuellement d'autres inputs, sur la météo, sur tout un tas de sujets. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à savoir relativement bien faire aujourd'hui. Il y a des fois où ça marche pas forcément très bien. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça a été cité aussi par les autres intervenants. Ce qu'on saura faire demain, c'est par exemple donner beaucoup plus d'autonomie de décision à ces systèmes. Par exemple, de laisser un système positionner ou prépositionner des véhicules. Si on imagine d'avoir des véhicules aériens, par exemple, c'est important qu'ils soient aux bons endroits, au bon moment, pour que, quand la demande s'exprime, quand quelqu'un veut faire un trajet d'un point A à un point B, il y ait un véhicule disponible. Voilà.
Et donc, ça, c'est une forme de prédiction. Une autre forme de prédiction, et ça, tout le monde en parle pour les voitures aujourd'hui, c'est la voiture autonome. Donc, nous, les véhicules aériens auxquels on réfléchit, initialement, ils seront pilotés, il n'y a aucun doute là-dessus, mais à terme, on imagine qu'ils soient en tout cas assez largement automatisés, voire à terme complètement autonomes. Et donc là, ça veut dire qu'on a des systèmes qui vont devoir se faire une idée de leur environnement, savoir bien sûr s'il y a des obstacles, savoir quelle est la météo, savoir, voilà, il y a des sources de données, et puis prendre des décisions de façon le plus autonome possible. Et juste un mot sur les dangers, parce que c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on saura faire, c'est ce genre de choses. Les dangers, de mon point de vue, si on regarde d'un point de vue très concret, il y a évidemment les questions éthiques dont on a parlé. À mon avis, les dangers, c'est justement de considérer que de juste se focaliser sur « ok, le système est intelligent, il est plus fort que les humains, donc on lui fait une confiance absolue ». Mais ça, c'est vrai dans toute l'informatique aujourd'hui, où par exemple, on commence à s'en rendre compte maintenant, mais les problématiques de sûreté pour les systèmes critiques ou pour des systèmes non vraiment critiques, parce que la vie humaine n'est pas en danger, mais qui ont une grosse importance économique derrière. Je pense par exemple à des systèmes financiers. On peut discuter de savoir s'ils sont critiques ou pas. Les questions de sûreté, de sécurité, c'est-à-dire de savoir résister à une attaque malveillante, ces questions-là, en fait, on sait maintenant que pour bien les traiter, il faut les prendre en compte dès le démarrage, dès la conception d'un système. Et enfin, il y a un troisième point qui est très souvent aussi le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on s'en préoccupe au dernier moment. Pour schématiser et être très, très réducteur, les ingénieurs vont développer un super système et puis après, ils vont le livrer à des utilisateurs sans se poser la question de l'interaction avec l'humain. Et là, il y a un exemple fameux en aéronautique actuellement, enfin, les problèmes malheureux qu'il y a eu sur le 737 MAX, par exemple, avec un système qui est un excellent système du point de vue ingénierie pour compenser des éventuelles difficultés dans l'attitude de l'avion, pour éviter un décrochage, tout ça, il fonctionne très bien, ce système. Alors, il y a eu des défauts de conception, voilà, le fait qu'il n'était pas redondant, etc. Mais un des gros problèmes, c'est qu'on n'a pas formé les pilotes, on n'a pas expliqué comment il fonctionnait, et on est arrivé à une situation où les pilotes se battaient contre le système intelligent. Alors ça, c'est vraiment l'horreur absolue. Donc, à mon avis, ça, c'est un vrai danger, de ne pas penser l'interaction entre le système dit intelligent et l'humain. Merci beaucoup. Donc, on a une intelligence différente, difficile à déterminer, à définir, qui peut faire des choses mieux que nous. Aurélie, quand on s'est parlé tout à l'heure, tu parlais de la possibilité pour des médecins de mieux déterminer le menu des malades. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples peut-être, et puis aborder aussi les dangers éventuels? Alors oui, par exemple dans le médical, moi je suis assez impressionnée de ce qu'ils font en fait par exemple au centre hospitalier de Montréal, hein, qui est vraiment unique dans son genre, qui est vraiment un laboratoire d'expérimentation d'IA, on va dire à l'hôpital. Alors oui, il y a par exemple, vous allez rire, mais il y a par exemple il y a des programmes d'IA qui prédisent en fait les repas des patients, et on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration significative de l'efficacité des traitements, parce qu'on arrivait à faire des repas qui, voilà, ça peut paraître idiot, c'est naïf, mais ça marche. Il y a aussi quelque chose de très technique, c'est par exemple des patients qui ont des crises d'épilepsie et qui arrivent à l'hôpital. Ils sont dans des chambres spécialisées avec des capteurs, des caméras, avec un matelas qui va aller mesurer la rigidification du corps, avec pas mal de choses, des capteurs aussi sur le crâne, pour justement anticiper la crise. Comme ça, les infirmières rentrent dans la chambre avant que la crise intervienne. Et on ne se rend pas compte en fait ce que ça a amélioré en termes de traitement et de minimiser les séquelles chez les patients. Et du coup, on comprend mieux les crises du patient. C'est une médecine qui est très personnalisée. Maintenant, ce que vous avez dit, moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que ces chambres, pour reprendre le cas de l'interaction de l'humain avec la machine, ces chambres ne ressemblent pas à des chambres classiques. Et donc ça peut perturber le patient. Ça peut paraître, encore une fois, naïf, mais ce sont des chambres qui sont vraiment proches de la science-fiction. Il y a des caméras partout, des capteurs, le patient il a des câbles partout, il a un matelas qui va mesurer tout. Enfin, c'est quand même particulier. Donc le patient, il faut lui expliquer. Il faut qu'il comprenne et il faut essayer de trouver aussi, enfin moi c'est les médecins qui me disaient ça, on est très attentif à la réaction du patient par rapport à ces machines qui l'entourent. Parce qu'il faut lui expliquer. Et parce que si le patient ne comprend pas, il ne va pas collaborer. S'il ne collabore pas, ça rate. Donc voilà. Et pour aller plus loin dans les dangers, c'est vrai que l'interactivité homme-machine est quelque chose à prendre en considération, bien évidemment, pour éviter la dématérialisation des choses et que les gens se rendent compte. Par exemple, vous parliez à un moment donné de l'empathie par rapport à une machine, enfin l'effet ELISA, c'est-à-dire que non, on ne peut pas avoir de l'empathie pour une machine, ça n'a pas de sens. Voilà, des choses comme ça qui sont plein
de sujets complexes, mais qu'on peut expliquer aux gens de façon à ce qu'ils puissent avoir la bonne réaction par rapport à une machine. C'est super intéressant et ça me donne envie également de poser une question à Alexei. On est tous d'accord, en tout cas, vous êtes tous d'accord pour dire qu'une intelligence forte ou généralisée ne va pas arriver demain, en tout cas consciente d'elle-même. Là, je crois que ça soulève encore plus d'opposition. Et pourtant, comme vous l'avez dit Aurélie, on a beaucoup on se pose beaucoup de questions, ça suscite pas mal de craintes. Comment vous l'expliquez? Je crois que vous commencez chacune de vos conférences par une séance de questions-réponses. Justement, puisqu'on parle de la santé, je vais vous donner un exemple pour illustrer la source de ces problèmes. Alors, pensez à la reconnaissance des images. Donc, d'un côté, la reconnaissance faciale. Bon, vous connaissez bien le sujet, je pense. La reconnaissance automatique des visages. Il y a bien sûr des questions de vie privée, de sécurité derrière, mais ce sont les valeurs que nous connaissons par ailleurs. Hein. Ces questions ne sont pas nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous le savez, ces algorithmes de reconnaissance automatique des visages fonctionnent très très bien, mais fonctionnent comment? Alors, ils font émerger par de ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé, à peu près, on va dire, ça dépend des algorithmes, 80 paramètres qui correspondent à des traits de visage. Or, dans les langues que nous parlons, en français par exemple, il y a environ 25 mots, 25 concepts pour nommer des traits de visage. Alors, le nez, vous pouvez dire, bon là, ouais, ça s'allume là en rouge, mais vous n'avez pas de mots pour dire ce que c'est. Il vous manque des mots. Est-ce que c'est un problème? Alors, si vous posez la question à la police va vous dire non mais absolument pas, on ne cherche pas à savoir comment vous avez reconnu le visage, on va aller vérifier les papiers de la personne et si c'est un criminel recherché, on est content. Mais maintenant, vous appliquez exactement le même algorithme à la reconnaissance des images alors médicales. Alors vous savez qu'aujourd'hui, les radiologues très souvent sont moins efficaces que les algorithmes qui lisent les scans médicaux. Et donc là, vous imaginez le médecin reçoit le patient, docteur, bon, quels sont les résultats de mes tests? Bon, écoutez, vous voyez, c'est rouge là, donc vous devez vous faire opérer rapidement. Bah, docteur, mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai? Mais attendez, vous n'avez pas... Regardez, c'est écarlate, c'est rouge là. Vous voyez, tous ceux qui avaient du rouge là, ils sont morts en 6 mois s'ils ne sont pas fait opérer. Mais docteur, attendez, mais qu'est-ce que j'ai? Quelle est ma maladie? Mais vous avez du rouge là. Vous voyez? Donc là, vous voyez exactement le même algorithme, mais dans un autre secteur d'application, vous ne pouvez pas ne pas expliquer. Le médecin ne peut pas ne pas pouvoir expliquer. Or, ce système, il est efficace justement parce qu'il va au-delà de ce que nous pouvons dire avec des mots de notre langue naturelle. Et donc là, il y a des tensions entre l'efficacité et l'explicabilité. Et ça n'est qu'un des 5 problèmes. Donc après, je vous raconterai peut-être les 4 autres. Non, peut-être... Alors, je voulais vous dire, on doit libérer la salle, si je ne me trompe pas, Emmanuel, on doit libérer la salle, je crois, vers 17h50. On nous avait proposé de ne pas faire de questions-réponses. Moi, je trouve au contraire que c'est vachement important, surtout quand on parle de craintes liées à l'IA, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas, lorsque vous aurez envie de poser des questions, à lever la main. Les autres problèmes, peut-être, et puis ensuite... voilà. Rapidement. Donc, il y a quelque chose dont je pense que vous avez tous entendu parler, ce sont les biais dans les données. Donc, on a parlé des biais, mais il n'y a pas que des biais. Il y a aussi un problème de spécification. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des lois d'Asimov, les lois de robotique d'Isaac Asimov, 1940. Première loi d'Asimov, donc le robot ne doit jamais causer des dommages à l'homme. Alors, si vous voulez expliquer à la machine ce qu'est l'homme, ce qu'est un homme ou une femme, alors là, vous allez vous apercevoir qu'il y aura toujours des erreurs, parce qu'il y a bien des êtres humains qui n'ont pas de bras ou de jambes. Pour nous, ce sont des êtres humains, mais la machine, elle va se tromper quelque part. Et donc, vous ne pouvez pas spécifier un concept de langue naturelle exactement, précisément dans le code. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est une des sources de problèmes. Ensuite, les biais. Ensuite, apprendre sans comprendre ce que je viens de vous raconter. La machine apprend à reconnaître les visages, mais elle ne comprend pas que c'est un visage. Elle ne peut pas le dire non plus. Alors ensuite, il y a une autre source de problème qui est un grave souci de sécurité qui vient du problème de stabilité. Si vous avez un adversaire pour la voiture autonome ou pour les voitures volantes, si vous avez un adversaire qui va mettre un joli panneau avec, on va dire, un arbre ou une voiture avec un peu de bruit, il est très facile d'induire votre système en erreur. Donc le problème de stabilité de l'apprentissage est très grave et c'est un vrai souci de sécurité. Je dois d'ailleurs parler bientôt à un grand colloque des gens qui s'occupent de la sécurité exactement de ce problème-là. Et le tout dernier, c'est le problème de vérification formelle. Aujourd'hui, par exemple, les pilotes automatiques d'avion sont des systèmes dont vous pouvez prouver mathématiquement qu'ils ne vont pas, entre guillemets, faire
de bêtises. Or, si vous avez de l'apprentissage, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de vendre un produit dont vous ne pouvez pas être mathématiquement sûr qu'il ne fera jamais de bêtises. Comment faire ? Oui, puis il y a le même, le dernier point, en fait, c'est un gros problème, par exemple, en finance, où il y a plein d'outils qui ne peuvent pas être utilisés parce qu'il y a beaucoup de régulations financières, en tout cas dans la finance de marché, qui obligent d'expliquer certaines choses, qui obligent une certaine transparence dans les procédés et que l'apprentissage ne peut pas donner. Donc ça limite aussi, donc c'est très, très, très intéressant. Je pense aussi qu'il y a sur l'explication, c'est sous-estimer un peu les médecins qui voient la tache rouge et qui connaissent un petit peu leur métier. Et ce que je me dis, c'est que l'IA est une... oui, non, je sais, c'était une blague, pardon. et qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour, de temps en temps, s'appuyer sur une technologie qui, effectivement, est parfois bien plus efficace. Si on prend la détection de mélanome des cancers de la peau, par exemple, la machine est capable d'avoir une précision à 97%, alors qu'un humain standard et un médecin standard n'aura jamais cette précision-là. Par contre, le médecin, il va avoir des qualités humaines qui vont être discutées avec le patient, essayer de comprendre qui il est, son environnement, et c'est ça qu'apporte l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, au-delà de tous les fantasmes, il y a quelque chose que peut apporter l'intelligence artificielle si on l'utilise à bon escient. C'est quelque part de nous libérer du temps, parce que je parlais des 160 000 publications, on a de plus en plus de données, et donc du coup, l'intelligence artificielle est une opportunité d'avoir le temps, peut-être, de recentrer nos comportements sur l'humain, c'est-à-dire passer du temps ensemble, éliminer quelque part le virtuel. Quelque part, ça une génération qui risque d'arriver où et on le sent déjà arriver, où l'humain va avoir besoin peut-être de se recentrer sur des choses importantes. Sur la transparence, il y a quelque chose qui est important. En tout cas, chez IBM, on implique ces principes-là. Le premier, c'est, et je trouve bien les cours d'éthique, moi j'en ai pas eu, mais je trouve que c'est assez bien, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que lorsqu'il y a un drone, effectivement, c'est pour aller bombarder Gaza, ou est-ce que c'est pour utiliser pour faire de l'inspection d'immeubles, pour voir s'il y a des failles ou pas. Ça, c'est la première chose. L'explicabilité, elle est à notre sens nécessaire, parce que je suis un pilote d'avion, je suis assisté par une intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle me dit de tourner à droite, je dois comprendre pourquoi je tourne à droite. Et la décision in fine, elle sera humaine, et il faut qu'elle soit humaine. La responsabilité n'est pas la responsabilité d'une machine, elle est la responsabilité d'un humain à la fin. Et la troisième des choses, et c'est là où je rejoins l'aspect, on va dire, formation, c'est les compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs qui développent de l'IA, j'en fais partie, et c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent la question de l'impact que peut avoir une intelligence artificielle, tout simplement parce que l'IA que l'on fait, elle est faite pour mieux comprendre le cerveau, pour guérir une pathologie. Mais ce même algorithme, effectivement, peut être utilisé à d'autres choses. Voilà. Et une dernière chose, sur les données elles-mêmes, il y a quelque chose qui est très important, il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là, mais souvent, dans les données, eh bien, il y a des entreprises qui se sont positionnées sur les données. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chez IBM, on applique un principe qui est la donnée de nos clients appartient à nos clients. C'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser les données de nos clients pour alimenter nos propres systèmes d'intelligence artificielle et faire d'autres choses avec. Et donc, il y a un certain comportement éthique de l'IA en tant que tel, mais aussi un comportement éthique d'une entreprise à avoir sur le marché de l'intelligence artificielle, et notamment des données et de ceux qui l'utilisent pour alimenter leur propre système d'intelligence artificielle. Merci Aurélie, puis ensuite Monsieur Sion. Deux petits points rapides, c'était sur la radio. Moi, je travaille avec un radiologue en ce moment, il s'appelle Dr Philippe Benilouche, et j'ai découvert le métier radiologue à travers lui, et pourtant j'ai eu de nombreuses radios, mais j'ai découvert son métier parce qu'en fait, lui me dit que les outils qui lui permettent de prédétecter des tumeurs lui permettent à lui d'avoir quelque chose que les radiologues font peu, voire pas, qui sont des actes sur le patient, des actes médicaux. C'est-à-dire qu'il dit, lorsqu'il voit qu'il y a l'algorithme qui lui donne un indicateur en disant que là, il y a un problème, il touche le patient, il a un acte sur lui. Ça, les radiologues ne le faisaient plus. Et moi, j'ai fait beaucoup de radio, un radiologue ne m'a jamais touché. Voilà, donc je le dis,
donc c'est important de voir qu'en fait, on va modifier la médecine, on va faire d'autres choses. Ça peut être des indicateurs pour aller faire d'autres tests, et ça, c'est le médecin qui décide. Et un autre point que vous aviez évoqué, je trouve ça très intéressant, c'est vous aviez évoqué donc une sorte de libre arbitre. C'est-à-dire que moi, j'en parle dans mon livre, je dis, moi, le gros danger, c'est que je ne veux pas, dans le futur, que seuls les gens qui comprennent aient le choix. Je pense que c'est un danger qu'on ait, c'est-à-dire que si on ne comprend pas un minimum ce qu'on fait avec notre donnée, le fonctionnement des technologies, ce qu'il se passe après, on n'a pas le choix. On croit avoir le choix, mais en fait, on n'a pas le choix sur les outils qu'on utilise, parce qu'en fait, on les utilise de façon aveugle. Et je donne souvent l'exemple, mais par exemple, le cas de Cambridge Analytica, qui quelque part a développé aussi des peurs, des craintes des gens, et c'est compréhensible, n'a pas fait diminuer le nombre d'inscrits sur Facebook. Voilà. Donc, je veux dire, il faut que les gens comprennent, en fait, les tenants, les aboutissants, et qu'ils aient un propre choix, qu'ils aient, voilà, pour ne pas qu'on tombe dans une société où seuls les gens qui comprennent auront le choix. Merci beaucoup. Sion. Oui, je voulais juste ajouter une difficulté en fait aux 5 d'Alexei, qui est, bon, malheureusement il faut en ajouter encore, mais effectivement il faut comprendre comment ces systèmes fonctionnent, et en particulier tout ce qui est l'apprentissage statistique à partir de données ne fait que des corrélations statistiques. Et donc ces algorithmes qui aujourd'hui sont effectivement plus pointus et ils sont meilleurs techniquement que le radiologue moyen. Par contre, quand ils se trompent, ils sont capables de faire une erreur de débutant. Ils sont capables de faire une erreur catastrophique. Et enfin, je sais pas, aujourd'hui tout le monde a plus ou moins sur son ordinateur, sur son téléphone, des systèmes qui permettent par exemple de trier des photos par mots-clés ou d'identifier. Moi, j'ai essayé ça l'autre jour chez moi, donc je voulais faire une belle présentation, donc j'ai tapé arbre pour avoir toutes les photos dans mes photos personnelles où il y avait des arbres. Ça marche super bien. J'avais un écran entier avec des photos d'arbres de toutes les couleurs, de toutes les formes, etc. Et il y en avait une qui n'était pas du tout un arbre, qui était ma fille avec un chapeau de Noël sur la tête, disant Joyeux Noël et tout, qui est effectivement en forme de sapin de Noël. Mais personne dans la salle n'aurait dit c'est un arbre. D'accord ? Je donne juste cet exemple pour dire que voilà, les corrélations statistiques, ça peut faire des erreurs catastrophiques. Et comme on ne sait pas, ou on sait très mal expliquer ce qui se passe à l'intérieur, il y a effectivement un très grand danger. Parce que alors on se cache un petit peu en disant bon, tout ce qu'on va faire c'est des systèmes d'aide à la décision et à la fin c'est le médecin, c'est le pilote, c'est l'humain qui décidera, ou c'est le juge par exemple. Il y a eu les polémiques aux États-Unis sur les outils qui étaient utilisés pour quantifier un petit peu le risque, prédire un peu le risque de récidive. Donc on s'est aperçu qu'ils étaient abominablement biaisés en fonction de l'origine ethnique, etc. Mais effectivement, même un professionnel, il faut qu'il soit sacrément aguerri et surtout sacrément confiant en lui-même et en ses capacités pour aller contre la recommandation d'une intelligence artificielle. Il faut arriver à se rendre compte que cette intelligence, elle est très pointue techniquement, mais elle est stupide puisqu'elle ne comprend pas. Bien sûr. Et les exemples fameux de corrélation, et on comprend que la corrélation en fait n'est pas une preuve ni une démonstration, c'est les exemples de reconnaissance d'image, encore une fois, qui marchent très bien. Donc par exemple sur les loups, ça a été montré qu'en fait, si on mettait, je sais pas quoi, un chat à la place d'un loup, par exemple, mais sur un fond enneigé, et ben ça nous le catégorisait en loup à 95%, parce qu'en fait, c'est dans toute l'image que l'algorithme avait travaillé. Et donc, il se trouve que les loups, en général, ils vivent dans le Grand Nord, et que dans le Grand Nord, il y a de la neige. Et donc, la simple présence de neige sur une photo faisait que, hop, il y a un loup. Ça marche mieux avec les lions et la savane. Vous montrez à la machine okay. un million de lions, elle va apprendre elle-même. Vous lui expliquez pas ce que c'est qu'un lion, elle va apprendre ce que c'est qu'un lion toute seule, mais ensuite vous lui montrez juste la savane, il n'a pas de lion, juste la savane, elle va vous dire que c'est un lion. Parce qu'en fait, parmi vos images, il avait beaucoup de fonds de savane, et donc elle a créé une catégorie qui n'a pas de nom humain, enfin, il n'y a pas de concept, mais c'est elle qui a fait émerger ça. Et ce que vous racontez, en fait, c'est un cas particulier de l'inhumain dans cet apprentissage machine. Quand vous parlez à un agent conversationnel, parfois il vous dit des choses très bizarres. Parfois, il a de la reconnaissance des images, mais qui est bizarre. Et donc, il y a toujours de l'inhumain, parce que ça ne fonctionne pas comme l'homme. Or, l'homme, et c'est là qu'on retrouve les médecins, l'homme interagit avec ces systèmes et les imite aussi. Le médecin qui voit beaucoup du rouge là, il va commencer à mettre des mots, il va commencer à s'habituer à interagir avec la machine. Et donc l'homme aussi va modifier son comportement. Il m'a pensé à un enfant qui discute beaucoup avec des chatbots en ligne. Hein. Il va modifier son langage, il ne va pas parler la même langue. Et donc par cette imitation mutuelle, dont d'ailleurs je parle longuement dans le livre, que l'homme aussi va évoluer. Nous tous, les médecins, je pense, demain, ne vont pas pouvoir ne pas savoir coder.
Je pense que tous les médecins, demain, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas, devront être un tout petit peu informaticiens. Ce qui est intéressant dans cette discussion, et je voulais suite parler, c'est qu'on ne parle jamais autant de l'homme, en fait, de son intelligence et du sens humain. Allez-y. Ouais, un petit exemple, et vice-versa, parce que de temps en temps, eh bien, l'homme commet des grandes erreurs, et ce qui fait que ces erreurs se reproduisent dans l'intelligence artificielle. Alors, on parlait des biais tout à l'heure. Un exemple qui est très célèbre de radiologues, donc une centaine de radiologues à qui on a soumis quelques images. Et les 5 premières images étaient des images de cancer du poumon, donc tout à fait, on pouvait identifier tout à fait normalement. Et les 200 autres étaient des images de cancer du poumon, mais dans lesquelles était incrustée une petite figurine à l'intérieur où il y avait un gorille. Et il s'avère que plus de 80% des radiologues n'ont même pas vu le gorille. Et pourquoi ? Parce qu'on a un truc chez nous, notre cerveau, qui s'appelle l'attention sélective. Et donc, on a nos propres biais. Et du coup, l'erreur humaine, elle est encore plus flagrante des fois. Donc là, quelque part, je défends un peu l'intelligence artificielle, puisque les données qu'on lui donne et notre réflexion et on va dire notre spectre, eh bien, influent de manière très conséquente, je trouve, sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, les erreurs qui vont avec. Alexei, allez-y. Et qu'est-ce qui est fondamental dans tout ça? Donc, effectivement, il y a de l'imitation de la machine qui peut imiter nos erreurs, de l'homme qui peut faire des erreurs, etc. Donc, beaucoup d'exemples. Mais qu'est-ce qui est fondamental? Je pense que vous l'avez dit, je veux juste le répéter. Ce qui est fondamental, c'est que la responsabilité reste du côté des êtres humains. La machine n'est pas une personne, elle n'est pas responsable. Or, il ne suffit pas de le dire comme ça. Les mantras ne suffisent pas. Oh, la responsabilité doit rester chez les humains. Ça ne suffit pas. Il faut le mettre dans le code. Il faut faire quelque chose pour que cette responsabilité reste du côté des êtres humains. Donc, c'est-à-dire qu'il faut par conception y penser. Il faut que les concepteurs se posent cette question. Et comment faire? Bon, c'est une des questions que tout le monde se pose, comme moi. Mais je pense que c'est là l'enjeu principal de ce débat en éthique de l'intelligence artificielle. Non, vous avez raison, puis M. Sion l'a dit. Est-ce qu'on sera toujours capable de dire non à une machine? Et c'est une interrogation qu'on a dans le dernier livre de Stuart Russell qui s'appelle Human Compatible. Il dit le plus important, c'est finalement de ne pas savoir quand la fameuse intelligence forte arrivera. Elle sera de toute manière plus forte que nous par plusieurs aspects, mais c'est de la concevoir dès la création pour qu'elle nous obéisse. Mais est-ce que techniquement, c'est possible, c'est faisable? Vous bossez là-dessus, tous les 4? Bon, une petite phrase. Je n'ai pas participé exprès à cet échange sur l'intelligence artificielle consciente d'elle-même ou forte pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'un système apprenant ne se donne jamais ses propres objectifs. Oui, il apprend, etc., etc. Les objectifs, les buts sont définis par le concepteur. On n'est même pas prêt de concevoir comment une machine pourra définir ses propres objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Donc si l'intelligence artificielle forte, c'est celle qui décide d'elle-même de faire du mal à l'homme, là, c'est du pur fantasme, ça n'existera pas. Deuxième remarque, en fait, on dit oui, on tombe amoureux des machines, on projette des émotions sur les machines, même parfois des actes conscients, des actes presque moraux sur les machines. L'illusion suffit. Il ne s'agit pas de savoir si la machine vraiment a des émotions ou vraiment a de la conscience. La réponse est non. Mais si vous parlez à une machine ou si vous interagissez avec un robot humanoïde et vous lui souriez, vous l'appréciez, vous êtes ravi ou vous êtes fâché, votre aspirateur robotisé, il est allé encore quelque part là, bon, et vous vous fâchez contre cet aspirateur-là, tout se passe comme si, et ce comme si suffit. Il n'est pas intéressant de se poser la question, est-ce qu'elle sera vraiment consciente? Ben non, mais vous allez faire comme si. Est-ce qu'elle va souffrir aussi? Parce que... C'est intéressant parce que justement sur ce sujet, il y a des gens qui m'embêtent un peu, qui disent qu'il faut des droits aux robots. Et je pense que c'est une ânerie. Voilà, je ne cite pas la personne, je ne vais pas lui faire de la pub non plus, mais c'est un avocat. Voilà, regardez sur Google. Ou n'importe quel moteur de recherche. Mais en fait, voilà, Quant, voilà. En plus, il y avait Eric hier, donc c'est bien. Pour vous expliquer pourquoi. En fait,
comme vous l'avez très bien dit, on peut avoir un sentiment d'émotion spontanée ou pas envers une machine, et plus cette machine a des caractères anthropomorphiques forts, que ce soit la voix humaine, que ce soit dans la morphologie, on a un sentiment d'émotion envers cette machine. C'est un nom, ça s'appelle l'effet Elisa, vous pourrez regarder pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais ce qui est très important, c'est par exemple, moi je l'explique dans le livre, il ne faut pas donner de droit au robot. Cela étant dit, parce que le robot, il ne faut pas le défendre, ce n'est pas une personne physique ou morale, non. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, on sait que moi-même, je le ressens, donc je le dis, et pourtant, je veux dire, je développe. Donc, c'est que quand je vois une machine se faire maltraiter, il y a des vidéos qui tournent, moi, ça me fait de la peine. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il serait intéressant éventuellement, s'il y a des règles de non-agressivité envers un robot, mais ce n'est pas pour défendre le robot. C'est pour éviter des signes de traumatisme des humains qui seraient témoins de la scène. Donc c'est très différent. Donc il faut recentrer en fait la motivation de règles, de comportement vis-à-vis des robots, mais c'est pas pour défendre les robots, c'est pour défendre les humains. Et c'est très important de le dire parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut des droits pour les robots, ça remonte jusqu'à la Commission européenne et moi je trouve ça dangereux. Voilà. Ce sera du travail pour les avocats. Mais non mais c'est super intéressant parce que je crois qu'il y a plus de 20%. C'était Roomba qui m'avait dit ça, des possesseurs du robot aspirateur de Roomba qui lui donnent un prénom. Et puis il y avait plusieurs dizaines de soldats américains qui ont enterré le robot avec lequel ils avaient travaillé sur des zones de conflit. Pas seulement des prénoms qu'on nous, les êtres humains, nous donnons, mais aussi il y a des machines qui ensuite apprennent ces prénoms et sont capables de les répéter, de dire « Ah, moi, je m'appelle Alice ». Donc, vous voyez, tout se passe comme si c'était votre interlocuteur. Mais une remarque pour les droits, je suis complètement d'accord. Et la raison fondamentale pourquoi ces robots ne sont pas des personnes, c'est qu'encore une fois, ce sont des systèmes fonctionnels. Ils sont là afin de réaliser une fonction. Or, nous, les personnes, nous sommes libres. Nous ne sommes pas dans le monde afin de faire quelque chose, nous sommes libres. Et eux, ils ne sont pas libres. N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir. Je crois, madame. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas perdre de temps et d'énergie à chercher un autre nom que l'intelligence. Et vous n'arrêtez pas de dire que, puisque la décision est intelligente, il faut la suivre. Je pense que c'est un grand danger. Il faut justement éduquer et faire comprendre toutes les limitations de ces systèmes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le risque serait que parce que ça sort... Autrefois, on aurait dit c'est l'ordinateur qui l'a dit, maintenant on dit c'est l'IA qui l'a dit, et que du coup, comme on sait qu'elle est beaucoup plus pointue techniquement que nous, on va dire moi qui suis-je pour contester le résultat. Donc ça, c'est un risque, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc utilisez votre intelligence à trouver un autre mot qu'intelligence, parce que pour le commun des mortels, ça rend automatiquement la machine supérieure à l'homme. Oui, je comprends en fait, pour reprendre ce que vous avez dit, les mots, le poids des mots est important. Moi, à l'époque de ma thèse, on ne parlait pas d'IA, ça existait, mais on parlait de simulation numérique. Et moi, par exemple, je ne parle jamais d'IA quand je parle de mon travail. Je dis que je fais des simulations, alors tu l'as dit, numéricienne. Je fais des simulations numériques. Et je vais même vous dire, moi, je viens d'une école plutôt de modélisation mathématique explicite. Donc, quand on faisait de l'IA apprenante, par exemple, ça voulait dire qu'on n'arrivait pas à écrire mathématiquement son problème. Voilà, donc c'est rigolo. Donc, c'était il y a 15 ans. Hein, mais, donc, moi, je parle de simulation numérique et je défends ce mot. Voilà, et je vais même, juste pour une petite citation que j'adore, c'est Joshua Bengio, que j'adore, qui a eu le prix Turing avec Yann Lequin. Il a dit dans un article de 2016, dans une interview de MIT Tech Review, il disait « Il ne faudrait pas parler d'intelligence artificielle, mais de stupidité artificielle, parce qu'on ne rend pas la machine plus intelligente, on la rend moins stupide. » Donc si on parlait, voilà, alors après stupidité artificielle, c'est moins vendeur et on arriverait à avoir moins d'argent de recherche, hein, voilà. Mais je pense que, mais moi par exemple, j'utilise le mot simulation numérique. Et juste pour un petit rappel, c'est très drôle parce qu'en fait, on ne fait que répéter l'histoire. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur les nanomatériaux, la nanomorphologie mathématique, et à l'époque, il fallait faire de la nano partout. Et je vous assure que les gens mettaient le mot, vous vous souvenez, mettaient le mot nano partout à un point, c'est que même les économistes parlaient de nanoéconomie. Je pense que ça n'existe plus, hein, mais voilà. Donc c'est intéressant de revoir qu'on répète l'histoire sur des buzzwords, sans parler d'arnaque forcément. Voilà. Et on répète non seulement de l'histoire, mais on la répète aussi à l'intelligence artificielle. C'est donc le mot intelligence artificielle, je crois que c'était en 1956. Ouais, conférence de Dartmouth. Ça a été voilà, c'est ça, la conférence de Dartmouth. Donc il y a en gros des industriels et le MIT qui se sont réunis et qui ont inventé ce mot intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a deux grands scientifiques, donc John McCarthy et Marvin Minsky, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui ont qui ont créé un labo au MIT d'intelligence artificielle 3 ans après.
Et le grand challenge de ce mot intelligence artificielle, c'était de imiter, de créer un système qui imiterait le cerveau humain. Il y a eu énormément d'investissements qui a été fait, et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, c'était plus compliqué que ça, et donc du coup, ça s'est complètement écrulé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la fin des années 70 à 80 ? Il y a quelque part, elle est revenue, mais sous d'autres termes, comme le machine learning, et des algorithmes, en fait, je vais dire de manière beaucoup plus pragmatique. D'ailleurs, les algorithmes, la plupart des algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui viennent des années 80, 70. Donc il y a eu on va dire une approche beaucoup plus pragmatique, et c'est vrai que on revient un peu dans cette histoire-là où dès qu'on a commencé à sortir des choses comme Watson, AlphaGo, enfin des coups marketing, Garry Kasparov avec Deep Blue, et ben du coup ça a recréé une chaîne. Et pour une petite histoire pour vous faire rire un petit peu, c'est que Deep Blue, à l'époque, donc je ne sais pas si vous savez, c'était une machine qui a battu Garry Kasparov au jeu d'échecs, qui à l'époque était le 97 champion du monde. Comment ? 97. Ouais, c'est ça, 97. Et un jour, donc quelqu'un a interrogé Garry Kasparov, et Garry Kasparov a dit j'ai été complètement troublé parce que la machine a joué un coup qui n'était pas prévu, qui était un peu et voilà. Et le fait qu'il ait joué ce coup-là, je me suis imaginé tout un scénario, et ça m'a complètement déstabilisé, et j'ai perdu. Et c'est ce coup qui m'a fait perdre contre la machine. Nate Silver, qui est un grand statisticien américain, est allé interroger les concepteurs de Deep Blue, donc un qui était encore vivant, et il lui a dit mais c'est quoi ce coup ? Et la réalité de la chose, même si la machine était capable à l'époque de faire 200 millions de coups par seconde, et bien qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment donné, Garry Kasparov a joué un coup, et la machine a joué toutes les combinaisons possibles et inimaginables, et n'en a retrouvé aucune. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout développeur qu'on soit, quand on ne trouve pas de solution, eh ben vous savez quoi ? On joue au hasard. Et donc, ce qui est, entre guillemets, je ne dis pas que c'est IBM qui a inventé les sciences cognitives, loin de là, mais bien sûr, ça a quelque part fait parler, parce qu'on a dit, voilà, la machine a pris le pas sur l'homme, et finalement, c'est un algorithme qui a dit, on va jouer au hasard, qui a déstabilisé Kasparov. Voilà. Juste un petit mot pour quand on parle d'IA forte. En fait, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour atteindre l'IA forte. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que, en fait, quand on fait de la recherche, on ne cherche pas forcément des choses qui vont forcément arriver. Parfois, on travaille sur des décisions en disant je pense que ça n'arrivera pas. Mais il faut faire de la recherche, parce que, par exemple, faire de la recherche sur l'IA forte, vous n'imaginez pas à quel point on peut faire des bonds énormes technologiquement, que ce soit, alors, technologie, à proprement parler, la techno, des modèles d'IA, mais aussi sur la compréhension du cerveau humain, sur la modélisation de qu'est-ce qu'un sentiment, une conscience, ou voilà. Et donc, je pense que c'est bien d'investir dans la recherche. Moi, j'ai plein d'amis de chercheurs qui travaillent sur l'IA forte, mais qui disent que ça ne va pas arriver. Mais en fait, le fait de travailler dessus, on va faire des bonds géants et atteindre des choses qui sont extrêmement sophistiquées. Donc, c'est important de... Il faut pas... Enfin, voilà, c'est mon message, c'est que quand on fait de la recherche, on n'a pas forcément un but fonctionnel, on a un but intellectuel principal, mais qui va avoir des retombées de fonctionnalité évidentes. Xavier, pour continuer votre histoire en quelques secondes, quand AlphaGo a joué avec Lee Sedol et a gagné le match en 2016, vous vous souvenez du jeu de Go et la Alors, première partie, Lee Sedol perd la première partie, il est un peu étonné, bon, je l'ai perdu, c'est pas grave, quoi. Puis deuxième partie, il est émerveillé. Il dit, il a fait un coup de Dieu. Il dit comme ça, God's move, coup de Dieu, qui n'existait dans aucune bibliothèque nulle part. Aucun être humain n'avait jamais fait ça. Comment est-ce qu'elle l'a trouvé ? Bon, elle a joué contre une copie d'elle-même, hein, d'accord ? Donc, elle l'a trouvé en jouant contre une copie d'elle-même. Ça, c'est la première question. Comment tu as trouvé ça ? Oh, bon, voilà. Deuxième question. Il ne faut jamais oublier la deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et également, qu'est-ce qui s'est passé depuis le match de Kasparov avec Deep Blue ? Tous les joueurs humains de Go et tous les joueurs humains de l'échec, bien sûr, font ce coup-là. Imitent la machine. Vous voyez ? On retrouve cette histoire-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur ? Ouais. Ou monsieur aussi, là. Sur la question de la non-responsabilité par défaut... Ouais, il y a une autre. Vas-y. Après, c'est vous. Oui, on a beaucoup parlé d'IA forte parmi les fantasmes, les peurs, etc. Mais moi, il me semble que la peur principale de l'IA aujourd'hui, c'est surtout la suppression d'emplois,
J'ai vu encore il n'y a pas longtemps des tracts syndicaux disant non à l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et contrairement aux révolutions technologiques précédentes, l'IA ne va pas supprimer que des emplois d'ouvriers, mais de journalistes, de banquiers. Enfin, la banque aujourd'hui, c'est un des secteurs qui perd le plus d'emplois. Donc ça concerne vraiment tous les secteurs économiques, potentiellement. C'est une transformation vraiment très importante. Et je pense qu'à côté de ça, les plus-values aujourd'hui visibles, bon, c'est sympa de s'amuser avec son smartphone et de voir classer des photos, ce genre de choses. Enfin, entre ça et puis perdre son boulot, le choix, il est vite fait. Donc, enfin, pour moi, l'enjeu majeur sociétal, il est là aujourd'hui. Aurélie. Alors, vous avez entièrement raison. Il y a les deux peurs aujourd'hui sur l'IA actuelle. C'est la perte des emplois et les robots tueurs. Ce que moi, j'appelle des armes autonomes. Technologiquement parlant, on parle d'armes autonomes. Donc sur les deux aspects qui sont très importants, donc les armes autonomes, je peux vous dire que par exemple on a été énormément de scientifiques à signer une pétition disant qu'on refusait de travailler sur les armes autonomes, ce qui est différent des armes programmées qui existent déjà, parce que les missiles existent depuis très longtemps, ce n'est pas du tout la même fonctionnalité. Donc les armes autonomes, donc ça, on est nombreux à le faire. Mais maintenant, cela étant dit, comme vous l'avez dit, peut-être que moi, j'ai développé un algo dans le passé qui va être utilisé un jour par quelqu'un, et ça, je ne peux pas l'éviter. Donc maintenant, il faut réfléchir à comment faire en sorte de limiter le développement de ces armes, en tout cas, si quelqu'un en développe, d'avoir un système pour, par exemple, hacker la machine autonome. Donc voilà, donc je pense qu'il faut penser solution. Maintenant, pour les emplois, qui est un sujet très sensible, parce qu'en fait, on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et pour vous donner un exemple, moi, il y a une personne que je ne citerai pas encore, voilà, j'ai décidé de ne pas faire de pub pour les gens qui disent n'importe quoi, qui a dit il y a 3 ans à la télé en prime time, c'est une personne qui ne fait pas d'IA, qui a dit dans 5 ans il n'y aura plus de job. C'était il y a 3 ans, donc j'attends dans 2 ans, et dans 2 ans j'irai voir ce monsieur et lui demander de s'expliquer, parce que je pense que dans 2 ans il y aura des jobs. Vous avez raison, en fait l'IA, l'automatisation et l'aide à la prédiction, si on peut, l'aide à la décision, va éliminer des dizaines de millions de jobs, c'est clair, à travers le monde, enfin, c'est une évidence. Cela étant dit, plusieurs choses, et je vous dis ça, c'est pas ma spécialité, je suis pas une économiste, je suis pas une sociologue, mais je pense que d'une part, les métiers vont se transformer, et par exemple, que ce soit dans le recrutement, dans le journalisme, moi j'ai fait des outils pour des journalistes, ce n'était pas pour remplacer les journalistes, c'était pour leur libérer du temps, parce qu'ils font beaucoup de travail qui n'est pas du journalisme, qui n'est pas la noblesse de leur métier. La créativité, moi je travaille en fait, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Ave, et qui allie l'IA et la créativité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 60% des tâches qu'un créa fait aujourd'hui qui n'est pas de la créativité, qui est de la répétitivité inintéressante intellectuellement. Et comme vous l'avez très bien dit, ce sont souvent des métiers très qualifiés qui peuvent être, parce que ce sont des choses compliquées qu'on arrive à modéliser, des choses simples, on n'arrive pas forcément à les modéliser, comme par exemple reconnaître un sapin, un arbre sur une photo avec votre fille et le chapeau. Donc les métiers vont se transformer, c'est sûr, donc il faut, moi c'est ce que je dis, il faut que les gens comprennent pour qu'ils puissent mieux se transformer eux-mêmes. Première chose. Deuxièmement, quand vous regardez tout au long, et je vous dis ça, je ne suis pas une spécialiste, je vous dis moi, mon sens commun et ma sensibilité. Quand vous regardez dans l'histoire du XXe siècle, par exemple, les gens ont travaillé de moins en moins. Moi, je compare à mes grands-parents. Alors, je travaille beaucoup, mais en général, le temps de... Non, parce que j'ai 15 vies dans une vie, mais sinon, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, j'ai l'impression de m'amuser. Mais en tout cas, quand on regarde le temps de travail à l'époque de mes grands-parents et le temps de travail d'une personne jeune, on travaille moins. Qu'est-ce qui dit que plus tard, peut-être dans 50 ans, on travaillera encore moins pour le même salaire? C'est ça que j'entends. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Je pense à François-Xavier Oliveau qui va sortir un livre, j'espère, cette année, il m'en parle beaucoup, sur justement cette notion du travail. Qu'est-ce que le travail? Comment le travail va évoluer? Même la notion même de travail. Le travail, aujourd'hui, on le conçoit comme une tâche pour avoir un salaire. Ça va peut-être évoluer. Voilà, donc parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne touchent pas de salaire pour ce qu'ils font, mais pour autant qui contribuent à la société, à l'économie du pays. Donc je pense que c'est un sujet beaucoup plus large, qui a 2 aspects. Il y a à court terme, moi j'ai envie de dire, il faut expliquer aux gens ce que c'est et comment ils peuvent se transformer. Et je vous le dis parce que par exemple au CHU de Montréal, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis des robots pour transporter tout le matériel au sein de l'hôpital, et ils ont formé les magasiniers à faire autre chose. Et les magasiniers aujourd'hui sont plus heureux, ils le disent. Donc c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, et je parle des hôpitaux parce que je connais les cas, mais on est en sous-effectif dans les hôpitaux. Un manque de gens. Moi j'ai un proche en ce moment qui est à l'hôpital, donc je vis ça au quotidien. Et je peux vous assurer qu'en fait, les gens n'ont pas de temps pour travailler. C'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions. J'en aurais peut-être une petite dernière à la fin, mais on la garde pour la fin. Petite
Allô, juste sur la question de la non-responsabilité des machines, je pensais à cet exemple de programmation de voitures autonomes que l'on avait programmé en disant non négociable, en lui programmant le respect du code de la route de façon non négociable. Et on la mettait place de la Concorde à Paris un samedi à midi et elle ne bougeait plus. Et elle attendait 2 heures du matin pour avancer. Donc les programmateurs, ils vont être obligés de mettre un peu d'aléatoire et de lui dire si tu veux amener ton client, il va quand même falloir que tu prennes quelques risques. Voilà. Donc qui est responsable dans ce cas-là? Voilà. Il y a aussi le cas de la voiture qui n'a pas autonome, qui n'a pas le temps de freiner et qui doit hésiter entre le ballon et le petit garçon qui le suit, etc. Je ne pense pas que ce soit aussi simple de dire c'est toujours le programmateur. Je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions que tout le monde se pose, monsieur Sillon. Oui, tout à fait. Alors, sur la deuxième, certains appellent ça la question du tramway, donc les questions éthiques, est-ce qu'il vaut mieux écraser une vieille dame, un jeune enfant, etc. Personnellement, moi, je pense que le vrai travail technologique, c'est d'éviter ces situations. Et après, on pourrait aussi bien, ça peut être dit brutalement, mais on peut aussi bien tirer au dé. De toute façon, vous et moi, comme conducteurs, aujourd'hui, on ne choisit pas d'écraser une personne ou une autre. Je ne pense pas du tout que ça se pose dans ces termes-là. Ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à accepter un résultat s'il est le produit d'une machine ou d'un système automatisé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'hécatombe sur les routes. Et je ne dis pas qu'on s'en satisfait, mais en tout cas, on vit avec quand même. Par contre, sur la première question, là, vous avez tout à fait raison. Si les systèmes, a priori, sont programmés pour obéir strictement aux règles, et sur la route aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Bon. Par contre, il y a des endroits où ça marche comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez le ferroviaire, par exemple, les trains, si un train est bloqué, il reste bloqué et le conducteur ne va pas décider de passer au feu rouge. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est que très certainement, et moi je crois que la voiture autonome, vous savez, il y a 3 ans, on entendait que dans 5 ans, il y en aurait des voitures autonomes partout, en ville, voilà, tous les constructeurs... Moi, on m'avait dit 2020 chez Google. Oui, mais tous les constructeurs 2014. étaient du coup obligés, pour pas paraître ringard, de dire mais oui, bien sûr, nous aussi, avant 2025, on aura des voitures autonomes partout, etc. Et donc ça, on en est revenu, fort heureusement. Donc maintenant, on regarde différents niveaux d'automatisation. Et on parle plutôt d'ailleurs d'aide à la conduite, comme tout à l'heure on parlait d'aide à la décision. Mais l'autonomie, on y arrivera à mon avis, mais dans des circonstances bien délimitées. C'est-à-dire qu'on ne lâchera pas un véhicule autonome place de l'Étoile ou dans un endroit où il y a des décisions à prendre qui sont d'abord très très dépendantes des décisions d'autres véhicules et donc potentiellement aussi d'humains. À l'extrême limite, si on lâchait que des véhicules autonomes, place de l'Étoile, place de la Concorde, je ne sais pas comment c'est place du Capitole, ça doit être piéton, mais bon... à la limite, on pourrait imaginer de les programmer pour qu'elles trouvent une façon de se débrouiller entre elles. Mais alors, si on met en plus des humains là-dedans, je pense qu'il ne faut pas rêver de le faire. Mais après tout, quand on est passé à l'automobile qu'on connaît actuellement, ces automobiles qui peuvent rouler très très vite, à plus de 100 km/h, on a créé des infrastructures pour permettre, par exemple, des autoroutes, en disant, bah oui, on peut aller vite avec ces voitures, par contre, on ne peut pas autoriser de rouler à 100 km/h partout, en ville et tout, et on a créé des autoroutes. Donc, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va identifier des scénarios dans lesquels ça a un sens économique, ça a un sens dans toutes les acceptions qu'on peut trouver, d'utiliser ces véhicules autonomes et dans lequel, effectivement, ça fonctionne. Mais ce ne sera pas généralisé partout et dans tous les environnements. C'est ce que dit Joëlle Pinault aussi, la chercheuse. Peut-être une question. Allez-y tous les deux. Vous parliez du droit qu'on voulait accorder éventuellement aux IA ou aux machines, mais de fait, déjà dans notre société, on accorde parfois plus de droits à l'outil de travail qu'aux humains. Alors, quand je parle de droit, je parle bien évidemment légal, voilà, bien évidemment. Mais vous avez raison, en Arabie Saoudite, par exemple, on a donné des droits à un robot femme que des droits plus que des femmes du pays. Donc il y a des cas aussi, vous avez fortement raison. Mais là, je parle vraiment de droits légaux, enfin dans les textes, on s'entend, pas de droits au sens moral. Voilà. Avec les systèmes apprenants, cette situation est très particulière. Pourquoi? Parce que vous avez devant vous des systèmes qui sont autonomes et opaques. Pour l'utilisateur, ce sont des boîtes noires. L'utilisateur sait que si je touche là, ça sort là. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? L'utilisateur ne sait pas. L'expert le sait, mais peut-être d'ailleurs, pas sûr. Pour les systèmes apprenants, ce n'est pas toujours le cas.
Et donc c'est autonome et c'est opaque, c'est comme si c'était un individu un peu à part qui agissait, qui avait un pouvoir sur nous. Or, ça n'est pas une personne. Mais on projette spontanément cette personnalité, vous voyez. Donc c'est une question pour les juristes pas du tout évidente. Il y a effectivement dans le droit des personnes morales qui ne sont pas en chair et en os, mais ce sont des personnes, des sujets de droit. Comment faire en sorte que la machine ne soit pas, elle, un sujet de droit, parce qu'elle est fonctionnelle, elle n'est pas libre, comme je l'ai déjà dit. Et là, et c'est vraiment, je pense, c'est un tour très particulier de notre histoire culturelle et civilisationnelle. En fait, dans l'histoire de l'humanité, on a déjà vu des individus qui ne sont pas des sujets de droit. Alors, dans le droit romain, par exemple, les enfants, les animaux, même, excusez-moi, les femmes, n'étaient pas des sujets de droit, mais c'est le père du foyer, qui était responsable de tout ce que faisaient les membres de son foyer. C'est lui qui était le sujet de droit. Alors, ce système, on ne l'a plus, on ne vit pas dans ce monde romain. Mais on a, dans l'histoire de la culture, tout un tas d'outils juridiques pour penser juridiquement ce statut d'un individu qui n'est pas un sujet de droit. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons un retour de ces outils, de ces méthodes de solutions, des solutions juridiques pour penser le statut d'un individu qui n'est pas un sujet de droit, qui n'est pas une personne juridique. Et là, je pense, du point de vue juridique et même du point de vue de la philosophie du droit, nous vivons à un moment absolument formidable où finalement, notre technologie nous apprend que le monde ne se divise pas en personnes et choses, qu'il y a des statuts intermédiaires. Emmanuel, il nous reste combien de temps à peu près? Il nous reste 2 minutes. Allez, une question? Bonjour. Je lisais un papier ce matin sur, donc en venant, sur changer l'objectif des systèmes apprenants. Au lieu de leur dire « donnez-moi la bonne réponse », essaye d'être le plus créatif possible. Ou alors hier encore, je voyais une vidéo des chiens qui se baladent. Attendez, on n'a pas bien compris le début de la question. Gardez bien le micro près de la bouche. Pardon. Donc je lisais un papier qui parle de changer l'objectif des systèmes apprenants. Au lieu de leur dire « donne-moi la bonne réponse », essaye d'être le plus créatif possible. Ou alors encore hier, je regardais une vidéo sur Twitter des chiens robots du MIT qui se baladent, tu les vois dans le parc et ils font des pirouettes. Tu peux imaginer plein de trucs. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'établir les règles au plus vite, d'encadrer exactement ce que peut faire une entreprise avec l'IA ou ce que peut faire n'importe qui avec l'IA, et poser des règles en soi de sécurité et de savoir comment travailler avec ça, quoi. Je pense, enfin, dans votre question, pour moi, il y a un mot-clé, c'est vite, aller vite. Cette histoire de la vitesse aussi, elle est, de mon point de vue, fondamentale quand on pense à l'éthique des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple en Chine, un des grands problèmes dans le débat chinois, c'est pas tellement la vie privée, qui pour nous, dans le monde occidental, est un grand sujet, très important. Pour eux, c'est la vitesse du changement. La technologie change extrêmement vite le quotidien des gens. Est-ce qu'on a pris le temps de s'adapter à cela? Alors, un des grands penseurs de l'éthique des nouvelles technologies, Hans Jonas, encore dans les années 70, disait « Le problème éthique fondamental, c'est le décalage entre la vitesse du changement du monde et la vitesse à laquelle nous comprenons le sens, la signification de ce que nous avons fait. » Et pour terminer, cette idée que l'éthique, finalement, ça n'est pas une histoire du bien et du mal ici et maintenant, que l'éthique, c'est la réflexion sur la vitesse, que ça dépend de la vitesse. Vous savez, un rabbin, un très sage rabbin, disait la faute d'Adam. Alors, vous savez tous quelle était la faute d'Adam. Et le rabbin disait, la faute d'Adam, c'est pas ce que vous pensez. C'était pas d'avoir mangé de la pomme. C'était qu'il était trop pressé. Donc là, je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu au problème de la vitesse. Emmanuel me dit qu'on doit terminer. En tout cas, c'est fascinant, c'est passionnant. Je crois qu'il y a des dernières questions. Vous pouvez peut-être venir vite poser aux intervenants. Merci beaucoup.
Et je suis content qu'on ait pu avoir pas mal d'interactions avec la salle. Merci beaucoup à vous quatre.